Bonjour et bienvenue sur Polysoutien, le podcast qui prend soin de vos amours. Nous faisons aujourd'hui connaissance avec Cybèle L'Espérance. Cybèle pratique la polyamorie depuis quelques années. Elle est également une militante TDS relativement présente sur les réseaux, ainsi que dans quelques médias. Après une plus ou moins pause côté polia, Cybèle m'a proposé d'échanger avec moi à l'occasion de sa reprise des relations plurielles. Dans cette interview en 2 parties, nous aborderons sa rencontre avec le travail du sexe, son lien avec sa découverte des relations plurielles et l'impact que chacun a eu l'un sur l'autre. Je laisse maintenant la place à Cybèle. Restez à l'écoute. Bonjour Cybèle. Bonjour. Alors je vais commencer par te laisser te présenter s'il te plaît. Oui, je suis une femme cisgenre, travailleuse du sexe, d'origine canadienne, vivant en France depuis déjà presque 10 ans, je crois. Oui, presque, un peu moins de 10 ans. Et je suis travailleuse du sexe type escorting et accompagnement sexuel. Donc je fais du travail du sexe en personne et pas sur Internet, c'est-à-dire pas de webcam ou des choses comme ça. Je travaille en partie, mais pas seulement, avec des personnes handicapées ou avec des besoins particuliers, d'être accompagnée dans la sexualité. Et je me considère polyamoureuse depuis 2009 peut-être. Donc ça fait quand même un petit moment que je suis familière avec le polyamour. Ça a été des allers-retours entre la monogamie sérielle et le polyamour. Et puis ça s'est un peu stabilisé dans mon identité il y a 15 ans. Et je suis mariée aussi. Alors on va donc revenir en arrière. Est-ce que tu peux me dire quel est ton souvenir sentimental le plus ancien ? Je pense que très jeune, j'étais amoureuse de l'amour et j'ai des souvenirs d'école primaire et de romances sur les balançoires. Mon premier baiser sur la bouche sur les balançoires et avec presque un public forcément quand on est dans la cour d'école primaire, c'était même pas caché. Mais oui, des petits amours, des envies de prince charmant, surtout hétérosexuels à l'époque. Parce que les questionnements plus larges sont arrivés vers la fin de l'adolescence. D'accord. Est-ce que je peux te demander, alors en n'hésitant pas à me corriger d'un point de vue vocabulaire, mais l'équivalent de l'école maternelle et élémentaire au Canada, comment s'est passée ta scolarité et quel était ton rapport à l'amour à l'époque ? Alors, nous, on a le maternelle et primaire jusqu'à 11 ans. Et moi, j'ai la particularité d'être partie de mon milieu très rural et isolé, donc mon archipel, pour aller vivre sur la Grande Terre, au milieu de l'école primaire, moi, en début de primaire. Et du coup, mon rapport, de toute façon, au début, était assez pacifié. Comme je disais, j'aimais bien tomber amoureuse, je trouvais ça intéressant. Mais une fois que je me suis retrouvée sur la Grande Terre, les enjeux ont été presque les enjeux de quelqu'un qui immigre quelque part. Parce que j'avais un accent très fort qui m'identifiait, parce que j'avais pas les codes de la Grande Terre où les enfants n'avaient pas les mêmes rapports à la famille, les parents n'étaient pas aussi inclus, les conflits se reflétaient sur la famille, donc il y a eu du harcèlement scolaire dans mon cas, ce qui a fait que les amours, j'en avais beaucoup moins. Ou en tout cas, j'avais moins ces genres de coups de cœur, j'étais plus dans une espèce de survie à l'école primaire et moi j'ai eu une enfance un peu compliquée dans ma famille, c'était un petit peu compliqué et primaire comme secondaire, les amours étaient un petit peu des échappatoires de la vie familiale, des espèces de perspectives de sortir d'une famille compliquée pour créer la mienne plus tard, voilà, etc. Et donc ils mettaient beaucoup d'enjeux sur l'amour et sur la monogamie d'une certaine façon. Et ouais, ça a un peu ralenti mon espèce de naïveté de l'enfance sur l'amour pour déjà être dans l'intégration, déjà être dans la survie et ça s'est transposé aussi à l'école secondaire, quoi, donc dans l'équivalent du collège en France. Alors du coup, que tu arrives au collège, comment ça se passe au collège ? Je suis déjà dans la monogamie en série. Je commence déjà à avoir un copain, puis c'est très intense. Et après, ça s'arrête. Bon, au début, j'avais un petit groupe d'amis. Le petit groupe d'amis s'est explosé après quelques années très rapidement. Et moi, je me suis retrouvée à être une butineuse. C'est-à-dire, j'étais un peu comme celle qui passe de 3 groupes d'amis différents
Donc avec beaucoup d'amis, mais moins de relations intenses avec les meilleurs amis, un peu qu'on a beaucoup à l'époque du collège. Et je faisais quand même toutes mes rencontres étaient à l'extérieur de l'école où j'étais, quasiment. Il y a eu quelques exceptions, mais je me suis rapidement retrouvée sur Internet. Alors, au Canada, assez tôt, on a eu ces accès-là pour les personnes qui étaient les familles qui étaient un petit peu technophiles, et c'était le cas de ma famille. Et donc, à l'âge de 14 ans, je passais déjà énormément de temps sur IRC à rencontrer des groupes de jeunes, et là, j'avais pas mon accent qui faisait blocage déjà à l'intérieur du Québec. J'étais une meuf dans un milieu d'hommes, donc j'étais facilement les gens s'intéressaient à moi énormément et je devais un peu me défendre aussi. Donc dans ce milieu, je devenais quelqu'un d'important. Alors que dans mon milieu à l'école secondaire, j'avais ces amitiés, ces groupes d'amis qui me toléraient bien, mais personne ne m'appelait pour aller faire un truc. Et du coup, je me suis beaucoup plus épanouie sur Internet et ça m'a créé des amours un peu longue distance qui me tenaient un peu occupée, mais qui n'étaient pas beaucoup concrétisés même pas dans les rencontres en fait, des gens que j'avais pas rencontrés, ça devenait des coups de cœur à des fois 900 km de distance. Sinon, d'un point de vue scolaire, comment ça se passait? Moi, j'étais une tronche. J'avais des notes au-dessus tout le temps. Je m'ennuyais, je m'emmerdais. Ouais, j'étais un peu identifiée comme surdouée ou zèbre ou je sais pas comment on appelle ici maintenant, mais je me faisais chier. J'ai souvent pensé à abandonner parce que ça me manquait de challenge et je me disais ça va aller plus vite si je passe par l'école aux adultes, parce que tout le monde me disait non mais fais pas ça, ça va te plomber. Ça va te plomber sur le papier en tout cas, même si la logique pour moi était implacable parce que j'irais plus vite, parce que j'entendais bien les gens qui avaient décroché, qui disaient qu'aux adultes, voilà, ils pouvaient se retrouver dans des classes différentes assez rapidement. Mais effectivement, après, il y a tout le stigmate sur ce genre d'éducation. Donc j'ai tenu bon, mais par contre, à partir de l'âge de 14 ans, je travaillais, ce qui est pas si courant au Canada, mais qui existe. Il y a du travail des adolescents. Je ne pas avoir des enfants, mais en fait, maintenant, ma position a beaucoup évolué. À l'époque, on glorifiait le fait d'avoir un job déjà bien à 16 ans, mais moi, j'ai commencé à 14 ans. J'ai bossé dans un Burger King, un Subway, notamment. J'ai vendu des glaces. J'ai livré des journaux à 13 ans. Bon, voilà, j'étais rapidement dans cette idée de allez, il faut travailler. Et du coup, comme je m'emmerdais à l'école et que ça n'allait pas bien chez moi, ça devenait logique d'essayer de travailler un maximum à l'extérieur. Et donc, j'ai fini ma dernière année de collège en travaillant à temps plein le soir, quoi, ce qui m'a un peu mené vers un burn-out. Bon, j'étais déjà en appartement la dernière année de collège, pour dire. Je crois que nous, notre année de collège, la dernière, elle est en décalé, donc ce serait plutôt la seconde, donc la première de lycée. Et ouais, donc la dernière année était pas trop. J'étais plus dans l'autonomie, j'étais plus catapultée dans une vie adulte très rapidement. Donc la vie de jeune adulte où on explore et on n'a pas beaucoup de responsabilités, je l'ai pas trop eu. Et j'ai l'impression que je me suis restée coincée après dans une vie quelque part où tu es adulte, mais tu as encore ta tête d'enfant et tu dois prendre des responsabilités très vite pour subvenir à tes besoins, subvenir aux besoins de mon frère que j'ai pris avec moi après. Et en même temps, t'es pas encore assez mature pour tout vivre ça comme un adulte, quoi. T'as pas le détachement, tout est très intense, tout est horrible, tout peut mener à la dépression ou voilà. Je pense qu'on est plus vulnérable à l'époque de la fin de l'adolescence pour ce genre de choses et moi définitivement je l'étais. Et d'un point de vue sentimental, comment s'est passée cette période? J'ai eu des amours, hein, forcément. J'ai eu ma première relation sexuelle à l'âge de 16 ans avec un mec qui était mon conjoint. Donc ça s'est passé d'une façon très cadrée, je dirais. Qui était ton conjoint? Enfin, qui était mon amoureux, quoi. C'était pas. D'accord. Non, parce que moi, j'entends conjoint, je pense à époux, donc je me disais, hein. Ah quoi? À époux. Non. Je veux dire, je me doute. C'était un amoureux stable. D'accord, ok. Ma première relation sexuelle, elle a eu lieu avec un amoureux stable à 16 ans, mais je pense quelques jours après que j'ai quitté la maison familiale. Donc dans le même contexte, en 15 jours, j'ai fugué.
J'ai trouvé un appartement dans lequel me réfugier avec un ami qui m'a hébergé. J'ai repris son appartement alors qu'il partait ailleurs et j'ai eu ma première relation sexuelle. Donc tout était extrêmement intense et en peu de temps, je me suis retrouvée à me poser des questions sur parce que j'ai eu plusieurs partenaires assez rapidement et tout était assez dramatique à chaque fois. Et dans mes souvenirs de cet appartement de la dernière année de collège pour moi, ce qui était exceptionnel, hein, parce qu'on n'a pas, il n'y avait pas d'autres personnes qui vivent en appartement dans mon entourage. Bah oui, effectivement. Il y a des souvenirs assez dramatiques et je me suis servi de la sexualité assez rapidement, d'une façon presque mortifère, presque genre vu que je suis une mauvaise fille, je vais coucher rapidement. Le sexe, ça m'apportait pas forcément du bien, mais ça prouvait que j'étais pas une femme à marier. Donc, il y avait vraiment ce type de relation à l'intérieur de mon cerveau là qui disait voilà, plus t'as de partenaires, moins t'es une bonne fille. J'avais internalisé le slut shaming, hein, la honte qui doit peser sur des femmes qui prennent leur sexualité bien en charge. Donc, moi, c'était beaucoup dans mon cerveau et donc quand j'avais des nouveaux partenaires sexuels, c'était parfois sous l'influence de drogue ou d'alcool, et c'était en train de me dire, de toute façon, t'auras pas ta stabilité, tu trouveras pas d'homme bien pour toi. Et ça a duré peut-être 4 ans comme ça, jusqu'au début de la vingtaine, cette espèce d'exploration de la sexualité d'un point de vue dramatique et plutôt négatif, et sans nécessairement avoir beaucoup de plaisir, ça m'arrivait souvent de pleurer en même temps, ou vraiment... C'était pas positif. En tout cas, en rétrospective, les 20 premiers partenaires et les 4 premières années de sexualité, c'était pas positif. Donc pas de bons souvenirs pour toi de cette période de sexualité, du coup. Mis à part le premier qui était, je veux dire, on était en relation stable. J'avais compris ça, ouais. Et donc, on s'est même revus à mes 18 ans. Il y avait un peu un rite de passage à l'intérieur de tout ça. Mais bon, je partais à Montréal, ça s'était décidé pour le lycée, j'allais faire un lycée pro, donc pour essayer d'avoir rapidement de quoi vivre correctement, faire une carrière, subvenir à mes besoins était donc ma principale préoccupation, et il fallait que ce soit pas dans ma région pour que je puisse avoir accès à des bourses. Donc j'avais choisi des programmes de BTS spécifiquement en fonction de ça, et je partais à Montréal, et donc ma relation n'allait pas survivre. Et donc, on s'est séparés dans ce contexte-là de toute façon, tu pars à Montréal, ça vaut pas la peine qu'on continue, etc. Voilà, l'amour est devenu un petit peu un second plan parce qu'il fallait survivre après. Mais à l'époque où tu avais cet appartement en tant que collégienne, comment tu faisais pour le financer ? Je bossais chez Subway 5 soirs semaine. Donc du coup, tu pars à Montréal. Comment ça se passe là-bas ? C'est aussi instable et intense, je dirais, avec la différence que quand je rencontre des gens sur Internet, maintenant je peux les rencontrer en personne. J'ai la communauté que je connaissais. Il y a des personnes qui sont à Montréal, et donc ça me permet de jamais être seule. En fait, je reste quelqu'un d'extrêmement butineuse, dans le sens où dans les amitiés, j'ai beaucoup de groupes d'amis différents. J'arrive à me greffer à divers groupes Internet qui n'ont rien à voir entre eux. Je me fais quelques amitiés un peu plus profondes à l'intérieur de ça. Et justement, c'est ça qui est un petit peu drôle, c'est que quand j'ai des amours, ils viennent de ces groupes différents aussi. Donc, on n'a pas l'impression que je cumule beaucoup de partenaires. Là, on est dans la monogamie. Hein. Chaque fois que je commence à voir quelqu'un, je le vois que lui pendant un certain nombre de semaines ou de mois. Et voilà, c'est une personne significative pour moi. Mais les autres groupes d'amis ne voient pas forcément ce qui se passe. Et donc, je développe pas non plus une réputation, ce qui était quand même un peu risqué dans des milieux un peu plus fermés, dans des milieux un peu plus stables. Là, moi, mon instabilité, je suis la personne qui le vit, et mon intensité. Je ne sais pas à l'époque encore, mais rapidement, je vais être diagnostiquée bipolaire de type 3, cyclotimique. Et donc, ça vient influencer énormément l'intensité de mes relations. Quand j'ai mon cerveau qui redescend vers la partie dépressive, j'ai l'impression que là, ça ne marche plus, que rien ne va, qu'il faut que j'arrête la relation. Et après, quand je suis de nouveau en hauteur, si on veut, dans l'hypomanie qu'on appelle, là, tout devient extrêmement intense et je suis amoureuse et c'est l'homme de ma vie. Donc, il y a tout ça que je ne connais pas encore. J'ai pas le recul pour l'interpréter. Et donc, je passe d'un à l'autre. Mon cycle en cyclothymie sont de 2 mois à peu près. Donc, ça représente un peu la durée de mes relations aussi. Parce que, ou encore dans certains cas, voilà, je maintiens la relation plus longtemps, mais il y a ces moments extrêmement dramatiques où tout est remis en question à tous les 2 mois, quoi. Donc, c'est assez difficile pour ça.
Et tu diriges vers quoi au niveau études, formation professionnelle? Moi, je faisais un BTS en santé, sécurité du travail et environnement. Et après, j'ai réussi à obtenir, à devenir pupille de l'État et donc à l'indépendance familiale. Et quand j'ai pu, je suis allée à l'université, donc vers 21 ans. Et là, j'ai fait de la biophysique, comme la biochimie finalement, avec l'idée que je ferais la deuxième année à l'étranger, donc en France pour le coup, à Montpellier. Et l'idée était surtout non pas de faire un diplôme, parce que j'avais déjà mon diplôme de BTS qui m'assurait un très fort taux de placement en termes de vie professionnelle, mais c'était de dire bon bah maintenant tu étudies pour le plaisir, pour devenir quelqu'un de plus complet, quelqu'un qui connaît, tu te fais plaisir vu que tu n'es plus en survie. Et là j'ai pu vivre, j'ai changé de ville, je suis allée dans une nouvelle ville et je suis allée faire des études de biophysique et donc ma deuxième année à Montpellier, ma première expérience en Europe, quoi. Ah, comment ça s'est passé ton arrivée en France? Ça doit être un sacré dépaysement, ça aussi. Oui, parce que on voit des films français au Québec et on a des clichés qui sont associés aux films français et la plupart sont tournés à Paris. Et donc on a une vision, alors soit très parisienne, soit très le château de ma mère, la gloire de mon père, voilà. Et Montpellier, finalement, j'étais scotchée déjà au premier palmier, quoi. Donc j'avais une vision assez monolithique de la France comme pays très dense avec une culture homogène, alors que c'était pas du tout le cas. Et donc, j'avais décidé d'aller à Montpellier tout simplement parce que quelqu'un dans notre programme avait aussi décidé d'aller à Montpellier 2 ans plus tôt. Donc, les équivalences, toute la partie administrative était déjà bien déplayée. J'avais juste repris parce que voilà, je suis un peu phobique de l'administratif, mais j'avais quand même très envie de partir à l'étranger. Il faut savoir qu'on avait accès à des bourses pour aller à l'étranger qui, moi, finalement, étaient plus élevées que si j'étais restée sur place. Donc, il y avait aussi cet aspect-là de dire, bon, bah, je vais pouvoir avoir plus de marge de manœuvre en partant à l'étranger qu'en restant sur place. Mais mon choix s'est fait vraiment par facilité pour Montpellier, dont je ne savais rien. Et j'ai découvert une France extrêmement diverse. Voilà, j'ai pas eu de relation trop amoureuse à cette époque-là. Il y a eu un mec que j'ai fréquenté dans les CTU et c'était pas du tout ça. Mais après, j'étais juste contente d'être un peu voyageuse vers la fin de cette année-là. J'ai fait du stop en Suède une des premières fois. Voilà, découvrir un peu l'Europe. Pour moi, c'était l'occasion de mon voyage européen. Je pensais pas du tout à cette époque-là que j'allais finir par vivre en France, vivre en Europe de façon générale. C'est juste, voilà, c'est l'opportunité avant de rentrer au Québec de redevenir sage euh, et de te sédentariser, quoi. On y croit à fond. Ah bah. À cette époque-là, je sais pas que j'en ai encore pour 15 ans devant moi à être SDF. Si j'ai bien compris, ça a duré 1 an. Et derrière, tu fais un peu, on va appeler ça du tourisme. Ouais, en fait, c'était le début de ma vie. Ma vie se vivra après par tranche d'années ou de 6 mois ou de 3 mois. C'est-à-dire, tout va devenir des projets temporaires. Donc, je rentre de France avec un amoureux qui deviendra mon fiancé, que j'ai rencontré genre, en juin, 4 jours avant de partir. C'est un Québécois que j'ai rencontré à la fête du Québec, donc à Paris. Et donc là, ça me fait faire des retours vers l'Europe que j'avais pas prévu. Je rentre, je vais faire une immersion à Terre-Neuve, donc une des provinces anglophones du Canada. Et voilà, en fait, tout s'accélère, c'est-à-dire qu'il y a toujours des mouvements prévus dans les mois ou dans l'année suivante. Ça, ouais, tout devient des prétextes au voyage, parce que je me dis toujours, ah, ça serait bien sur mon CV, ce truc. Hein, je vais partir au Pérou en voyage de coopération internationale, parce que ça me force à apprendre l'espagnol, ça sera bien sur mon CV. Et je trouvais toujours des prétextes comme ça, jusqu'à ce que je me rends compte que j'ai des attaches nulle part. Ça fait déjà un moment qu'il y a mes boîtes qui sont stockées chez mon frère. Que voilà, j'ai des histoires d'amour à chaque fois. J'y crois un peu, je m'installe sur place, mais ça repart en cacahuète. Je fais des études en administration, en gestion de commerce pendant un petit moment. Et en fait, il y a des prétextes. Ouais. J'ai fait Sciences Po aussi à Montréal 1 année avant de partir au Pérou. Donc voilà, ça bouge. Et puis j'ai rapidement un burn-out. Donc en 2007, ça nous amène. Et lors de ce burn-out, après avoir épuisé mes droits au chômage maladie, j'ai ma meilleure amie qui est gabonaise, franco-gabonaise, qui vit à Paris, qui me propose de me payer le billet pour venir la voir et passer quelques semaines avec elle.
Et là, il y a un billet de 6 mois qui est acheté parce que je me dis quelques semaines c'est bien, mais regarde, je vais en profiter, je vais voyager. Au début, on dit un mois, trois mois, et là, paf, je prends un aller-retour pour 6 mois. Et je vais chercher un visa vacances-travail pour le Royaume-Uni qui me permet de rester aussi au Royaume-Uni plus longtemps. Et du coup, je suis jamais rentrée. C'est-à-dire, j'ai mis 3 ans avant de retourner au Canada. Je n'ai pas pris le billet de retour. Oui, effectivement. Et je crois que tu n'avais plus d'attache familiale de toute façon, c'est ça? C'est ça, j'ai un grand frère avec qui je suis en bon terme. On ne se parlait pas régulièrement. Avec mes parents, on était un tout petit peu en lien, genre un appel tous les 6 mois peut-être, histoire de pas avoir l'impression. Je savais pas encore si je voulais couper tous les ponts ou pas. J'essayais de me maintenir en me disant il faut que je sois une bonne personne, etc. Et donc j'essayais de maintenir. Mais de façon générale, là, je savais que partout où j'allais, j'étais capable de me faire des amis, de voir des amoureux, de trouver du travail. J'étais assez confiante en moi-même. Donc là, j'ai vécu en Picardie parce que j'avais un amoureux picard. Et ensuite, on est partis ensemble, vu que j'avais un visa vacances-travail au Royaume-Uni. Donc, il était plus jeune que moi. Il s'est mis un petit peu dans mon ombre. Donc, moi, je louais les appartes et machin. Je commençais à être assez compétente. Je parlais bien anglais et j'ai trouvé un logement. Et lui s'est installé avec moi. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà. Moi, en tout, j'ai cumulé 1 année au Royaume-Uni, vu que j'avais ce droit de travailler. Mais ça a été divisé en 2, où là, je suis allée en Allemagne. Et pour rester en Allemagne auprès d'un amoureux, j'ai trouvé une façon de devenir fille au père, alors que j'avais plus l'âge déjà. Donc voilà, je trouvais des prétextes. Et je me disais toujours, j'ai une bonne raison de rester ici. Et ça s'accélérait dans le sens où, voilà, le prétexte n'était plus nécessairement le travail ou ce qui sera bien sur le CV. C'est juste que je me rendais compte qu'avec mes fluctuations d'humeur et d'énergie, j'étais beaucoup mieux si j'avais pas de travail déjà. Donc si j'étais dans un travail pendant une courte période très intensément, c'était très tolérable. Donc je pouvais faire de l'argent, travailler mais comme une dingue. J'ai eu des moments où j'ai bossé 90 heures semaine en Écosse. Ah oui, c'est beaucoup là quand même. Ouais. Et après, par contre, j'étais bien sitôt que j'étais dans du bénévolat. Donc, je faisais du bénévolat pour un site web qui s'appelait Couchsurfing, où il y avait de l'hébergement gratuit de voyageurs. Et moi, après, je passais de canapé en canapé. Je me faisais héberger un peu partout en Europe et je me suis fait énormément d'amis dans ce réseau en étant bénévole. Les gens m'invitaient et moi, finalement, je découvrais l'Europe à travers les rencontres bénévoles que j'ai faites et donc ensuite j'organisais des petites conférences ou des meet-up. J'étais très le genre de personne à organiser des meet-up, des cafés, des trucs comme ça pour les voyageurs. J'étais déjà comme ça avec les gens d'internet au Québec, donc très abutinée encore une fois. Je reprends social bee comme on dit, la petite abeille qui passe d'un truc à l'autre et qui présente les personnes entre elles, voilà. Donc, je faisais pas mal ça aussi dans le milieu du voyage. Je l'ai fait pendant 3 ans comme ça, jusqu'en 2010. Et là, même chose, les amours, c'est entre 3 et 6 mois au même endroit. Et puis après, pouf, on repart parce que là, la relation se termine. Donc, il n'y a plus de visa possible. Parce que là, 3 ans et demi en Europe, je ne pouvais pas faire ça juste avec le visa vacances-travail. J'étais en situation irrégulière quelquefois. Je me suis réfugiée en Turquie pour sortir de l'espace Schengen. Voilà, j'avais pas de nationalité européenne. Hein. Donc il a fallu jouer autour de ça et toujours à me dire comment est-ce que je survis, comment est-ce que je mange. C'était un peu compliqué, j'avais pas le droit de travailler non plus, donc. Puis en plus, tu bougeais beaucoup, notamment le couchsurfing. Est-ce que tu as jamais eu peur pour ta sécurité à rencontrer des gens comme ça un peu tous les jours? En fait, j'étais sur l'équipe de sécurité. Et je faisais du stop et c'était toujours des risques calculés. J'ai souvent comparé ça au fait de choisir de faire du ski. En fait, il y a beaucoup d'accidents de ski. Ça veut pas dire qu'on va s'empêcher de le faire. Là, dans l'autostop, moi, je me suis fait demander de devenir bénévole sur l'équipe de sécurité de Couchsurfing. Donc en plus, voilà, je voyais bien quelles étaient les manœuvres, quelles étaient les manipulations, quels étaient le genre de profil qui pouvait poser problème. Et ma façon de voyager me faisait calculer le risque. Assez bien, j'étais jamais dans le désespoir non plus, je trouvais assez facilement des endroits où me retrouver, où j'étais en confiance. Et donc voilà, bon, avec le stop c'est la même chose, hein. Il y a eu des mauvaises expériences. Et c'est intéressant parce que face au travail du sexe que je fais maintenant, je vois beaucoup de liens, dans le sens où on se retrouve en couchsurfing, comme en autostop, comme dans le travail du sexe, dans l'intimité de personnes très rapidement. Des personnes que tu sais pas si tu vas les revoir un jour, mais là, tu te donnes la peine d'être vraiment, vraiment bien avec elles.
et d'être peut-être plus toi-même que tu ne l'es dans ton milieu où tu as des contraintes sociales. Et donc, tu fais des confidences. Tu révèles des parties de toi que tu n'aurais pas révélées. Et ça, c'était intéressant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le voyage, ce qui m'intéressait, c'était pas tant l'extérieur, donc les pays, les villes où j'allais, qui étaient intéressantes. Je veux dire, c'était pas, je m'intéressais à la culture et à l'histoire que depuis que je voyageais, en fait. Mais ce qui m'intéressait, c'était cette espèce de voyage dans l'humain, dans l'esprit humain, dans la psyché. Le fait de rencontrer des gens extrêmement différents de moi, de me bouleverser, d'essayer de m'adapter, d'essayer d'être une bonne invitée, d'essayer de comprendre les personnes qui avaient des parcours de vie extrêmement différents du mien. Et c'est ce que j'ai fait, voilà, dans une douzaine d'années, avec ces 3 années-là qui ont été un peu le début, si on veut. Mais pour mon frère, quand on en reparlait, il disait non, mais ça faisait déjà des années que tu n'étais pas en place au même endroit. Donc, moi, ça avait plus marqué. Je suis devenue nomade par accident, c'était un peu ça. Et nomade, c'est un peu SDF. Ça dépendait du point de vue où on se mettait. Moi, je me sentais riche, mais je vivais avec peut-être 4 000 euros par an, à tout casser. Donc, c'était pas énorme. Je me sentais pas en insécurité. J'avais vraiment beaucoup d'amis. J'avais l'impression de faire, tu sais, quand on se jette sur une foule dans un concert, j'ai l'impression de faire ça, mais sur la société, donc de planer un peu sur la société. Et je dépendais pas d'une personne, mais je dépendais d'une certaine façon de énormément de personnes différentes et souvent de ce qu'ils n'utilisaient pas dans la nourriture, dans le transport, dans l'hébergement. Donc ça m'a poussé à être une personne plus adaptée, plus adaptable peut-être, et plus ouverte. On est, je crois, en 2010. Ouais, 2010 et on avance parce que moi je rentre au Canada, mais je me suis inscrite dans un programme pour aller enseigner le français dans une province ou un territoire canadien qui n'est pas francophone, qui n'a pas de majorité francophone. Et du coup, je pars au Nunavut, qui est un territoire inuit nordique du Canada, et j'y reste 1 année. Et là, c'est le début vraiment de ma vie polyamoureuse, dans le sens où j'ai une relation longue distance avec un homme à Bruges, en Belgique, qui durera 1 an, donc qui va se terminer pendant que je suis au Nunavut, à Iqaluit, c'est comme ça que s'appelle la ville, la capitale du Nunavut, 7000 habitants. Et, et là, on a un couple libre, on explore le polyamour alors que je croyais que c'était pas trop pour moi. Des relations que j'avais eues, ça s'était toujours un peu mal passé. J'ai eu le temps de lire La Salopétique, qui était dans un des lieux de passage de voyageurs où j'étais. Et c'était très drôle parce que je l'ai lu sans savoir que c'était une copine à moi qui l'avait donné à son ex. Tous des gens que je connaissais, mais qui étaient aussi nomades que moi, que j'avais croisés dans d'autres villes. Donc là, j'étais à Amsterdam en train de lire un truc qu'une meuf avec qui j'allais revivre en Turquie qui est une italo-chinoise d'origine new-yorkaise. Donc tu vois un peu les trucs de mélange et tout. Et donc La Salopétique, pour moi, était en train de remettre de façon saine les trucs que j'avais vus moi avec d'autres personnes de façon un peu malsaine. C'est-à-dire j'ai compris que dans le polyamour, on pouvait très bien être malsain et appliquer le cadre polyamoureux dans ses relations. Donc c'est pas une solution pour régler les problèmes de jalousie, etc. Mais là, j'avais enfin un livre qui, si je l'avais lu 10 ans avant, j'aurais pas capté. Mais là, en ayant eu des mauvaises expériences, je m'étais re-questionnée sur comment ça s'était passé, qu'est-ce qui avait pas été bien fait, qu'est-ce qui étaient mes émotions à l'intérieur de ça. Et donc là, j'ai cette relation polyamoureuse avec mon amoureux de Bruges, où lui n'a pas envie d'être dans une relation avec un grand R avec moi, c'est ce qu'il dit, mais il est incapable de me dire dans quel genre de relation il veut être avec moi, parce qu'il veut quand même qu'on ait quelque chose. Et donc, on n'est pas, il fait toujours des grands signes de guillemets quand il dit le mot relation. Je dis, mais en fait, la relation avec un petit ou un grand R, on peut la définir comme on le souhaite. Et ça, c'était très polyamoureux dans la façon de voir les choses. Et je me suis même forcée à avoir donc des relations avec d'autres personnes pendant cette période de ma vie pour voir comment je me sens au retour d'un plan cul ou d'une rencontre, et comment je me sens quand on partage ces choses-là en parlant à la webcam. Apprendre à communiquer les émotions correctement. Donc c'était très expérimental et ça m'a donné enfin des expériences positives qui me font dire finalement peut-être que la monogamie sérielle c'est de la merde, et peut-être que en fait le polyamour ce sera une façon d'établir des relations dans lesquelles je me sentirais mieux et qui serait plus soutenable et qui me permettrait peut-être d'avoir des relations plus soutenues sur la durée. Donc du coup tu es
dans cette vie dont j'ai déjà oublié le nom. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah, il y a une rupture et là, au moment de la rupture, je suis avec mon amant du moment qui, lui, est en couple aussi. Et donc, en fait, là, j'ai un contact lors de la rupture avec quelqu'un de polyamoureux qui m'aide un petit peu à traverser ça. Voilà, jusqu'à ce que sa meuf vienne lui rendre visite. En tout cas, parce que je l'ai pas rencontrée elle, mais effectivement, ça m'a donné une façon un peu saine de passer à la rupture. Bon, et après, je suis redescendue donc vivre à Montréal. Je me suis réinscrite à l'université. Et là, effectivement, ce que j'avais décidé, c'était qu'à partir de maintenant, quand j'établirais des contacts amoureux, je me présenterais comme polyamoureuse et je demanderais, oui, à ce que les choses, que le cadre soit négocié, qu'on parle. Moi, je suis plutôt une polyamoureuse. Je m'identifie à des politiques de transparence, de dire voilà, il y a ci, il y a ça qui se passe dans ma vie. Je rencontre quelqu'un, j'en parle à l'autre. Voilà, j'avais quand même un peu conscience du fait que je voulais de la transparence, mais il faut protéger la vie privée de nos partenaires aussi, de respecter leur choix à eux de se dévoiler ou pas. Donc il y avait tout ça, et c'était une période assez expérimentale pour moi. Bon, j'ai encore eu de la monogamie sérielle un petit peu à travers tout ça. En tout cas, des relations n'ont pas été forcément très stables. Mais ça a été une belle expérimentation parce que je pouvais voir moi comment je me sentais exactement, déconstruire les questions de jalousie, de possessivité, tout ça. Et ça a été assez fertile. C'est aussi une période dans laquelle tu t'es renseigné d'un point de vue lecture, peut-être? Oui, après j'ai été sur des blogs, il y en avait pas mal à l'époque. Il y en avait pas mal, il y en avait pas énormément, il y en avait 3 ou 4. J'ai été dans la communauté Polyamour Montréal, il y avait un forum. Je suis allée dans des rencontres polyamoureuses un petit peu. Je suis allée dans un centre communautaire des modes de vie alternatifs qui avait un groupe de polyamour en anglais à Montréal. Ça n'existe plus, mais c'était un lieu où il y avait des cours de BDSM par exemple qui étaient donnés, comment attacher en sécurité, comment ceux qui ont des fétichismes autour des cages ou des aiguilles. Il y avait des trucs de sécurité qui étaient enseignés dans des ateliers par des gens passionnés. Et il y avait ce groupe de polyamoureux et j'ai connu des gens que j'aurais ensuite recroisés dans le travail du sexe quelques années plus tard. Et moi, j'ai commencé le travail du sexe en 2013, un peu isolée au début. C'est peut-être l'occasion de nous expliquer le contexte qui t'a amené à ça? Ouf. Alors d'abord, c'était le chômage qui n'arrivait pas parce qu'il y a un document qui n'est pas passé et j'ai pas reçu le truc qui me disait votre document n'est pas valide et c'était très dur de joindre les gens de Pôle Emploi, l'équivalent de Pôle Emploi au Canada. Donc voilà, il y a eu un contexte quand même de financier et en même temps moi qui suis toujours dans l'analyse du risque, dans la gestion du risque, qui me disait mais il faut pas que tu te lances par des espoirs financiers non plus. Et j'étais très curieuse du milieu du travail du sexe. Je ne connaissais personne, mais j'étais dans une situation où souvent, moi, je craquais pour les mecs assez timides, assez calmes, assez introvertis. Et je me retrouvais dans la position de leur enseigner des choses parce qu'ils avaient moins d'expérience que moi. Et en général, le mec un peu geek, un peu introverti, t'as la meuf qui débarque et qui lui enseigne tout, il se plaignait pas, tu vois. Il était assez content d'avoir enfin quelqu'un avec qui vivre des expériences. Après, il n'était pas forcément amoureux. Et moi, mon petit cœur d'artichaut, il se faisait blesser par ces situations-là. Et j'avais un peu l'impression d'être exploitée. Parce que je me rendais compte après, en fait. Je me rendais compte après, non, mais on est tellement différents, tu t'attendais à quoi Voilà, ce nombre de discussions que j'ai eues où moi, j'étais en train de me lancer un peu tête baissée et faire mon petit cœur d'artichaut. Et passe, après, je me faisais un peu jeter, ou en tout cas, on me disait, bon, c'est bien pour l'expérience sexuelle et affective, mais je souhaite pas construire un truc, quoi. En fait, le travail du sexe, quand je l'ai commencé, c'était une façon de dire, bon, à partir de maintenant, ma sexualité ne sert pas du tout à me dévaloriser. D'ailleurs, c'était une discussion que j'avais eue avec mon partenaire de Bruges. Moi, j'étais sa deuxième ou sa troisième partenaire et il m'avait dit, j'ai déjà pensé, moi, à l'époque, quand j'avais 30 ans et j'étais encore puceau, j'avais pensé aller voir une travailleuse du sexe. Donc, ça avait fait faire mon cheminement un petit peu. Ça, et puis un ami tétraplégique à Koblenz en Allemagne qui m'avait parlé de travail du sexe, de comment il envisageait ça, lui peut-être d'embaucher quelqu'un. Bon, il avait une conjointe, mais avant ça, ça faisait partie des réalités. Donc ça m'avait fait un peu déconstruire mais tiens, l'expérience sexuelle que j'ai acquise, c'est quelque chose de assez cool en fait, et qui a de la valeur d'une certaine façon. Et quand j'étais jeune, je l'utilisais pour me dévaloriser, l'expérience sexuelle. Et là, je voyais quelque chose avec un potentiel pour me revaloriser et reprendre le contrôle là-dessus.
Et du coup, j'ai fait une première expérience tarifée via les annonces classées. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'étais pas contre et que ça avait servi et que ça m'aidait à mettre de la distance. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir été utile à quelqu'un et en même temps qu'on avait reconnu ma compétence, mon expérience et du coup ça faisait du bien aux gens. Et j'en ai parlé à mes plus proches amis pour tester un peu mon hypothèse, pour qu'on me dise mais non mais t'es complètement folle, fais pas ça, c'est dangereux machin, qu'on me dise ça. Et en fait au fur et à mesure que je testais mes hypothèses, je voyais pas d'objection majeure à ce processus-là, mis à part le fais attention de pas être désespéré, j'avais cette vision, moi personnellement, que ça pouvait être beaucoup plus dangereux si j'avais vraiment besoin d'argent et rapidement, parce que je risquais de m'exposer à plus de risques, justement, sous le désespoir de l'argent. Donc j'ai fini par avoir mon chômage, et quand je l'ai eu, j'ai exploré. Et je me suis créé un compte sur un site de sugar dating, dans lequel j'ai rencontré donc des sugar daddy, et moi j'étais le sugar baby, donc c'est des relations soutenues mais tarifées. On se fréquente et je reçois un certain montant par mois ou par rencontre, qui est très peu payé comparativement à l'escorting, mais moi j'étais pas prête à prendre une identité de travailleuse du sexe à l'époque en tout cas, et j'étais juste en train d'expérimenter. Et en fait, je me suis rendu compte, déjà j'avais l'air jeune, j'avais voyagé, j'avais pas d'enfants, j'avais beau avoir la trentaine, j'avais les cheveux roses, voilà, j'avais un look qui faisait que je pouvais attirer des hommes assez jeunes aussi. À Montréal, il faut savoir que c'est l'industrie du jeu vidéo, donc j'avais un petit peu l'air de Ramona Flowers de Scott Pilgrim, voilà, une petite héroïne de jeux vidéo, une petite, comme on dit aussi dans le milieu féministe, une manic pixie dream girl, donc la meuf qui t'amène mais tellement de sentiments d'être vivant parce qu'elle est intense et que tout a l'air si simple avec elle, et en même temps, voilà, on sort de sa coquille, on devient autre, tu vois, transformer un peu les gens. Et du coup, moi, j'ai commencé à avoir des daddies qui étaient plus jeunes que moi, en fait, souvent, et qui avaient une carrière, qui avaient plus d'argent. Et voilà, j'ai fait mes premières expériences de travail du sexe comme ça, jusqu'à décider de me lancer avec un site d'escorte indépendante. Et à ce moment-là, j'ai travaillé tout seul pendant la première année avant de rencontrer d'autres collègues et de m'unir avec des indépendants dans un site plus de type Scope, quoi, qui était toléré au Canada. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à... Alors je sais pas si c'est maintenant que tu vas entrer dans le militantisme, mais comme tu dis que tu vas te regrouper avec des personnes, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te regrouper avec d'autres personnes? Déjà, j'étais vachement isolée et j'avais l'impression quand même d'être un ovni, d'avoir pensé à toutes ces choses-là, certes, de pas avoir trouvé de raison de pas le faire, mais je vivais quand même cachée. C'était pas mon revenu principal, mais voilà, je sentais que je faisais des trucs à rebrousse-poil, et découvrir une communauté, c'est aussi découvrir de la sécurité. Moi, ça m'a donné accès à des appartements partagés à l'époque, et je suis pas devenue militante, je suis juste devenue commerciale. Je suis juste devenue plus entrepreneuse parce que j'avais des notions donc de gestion de commerce, gestion d'entreprise, et là c'était super parce que avec mon corps, donc sans apport de capital extérieur ou quasiment rien, je pouvais faire de l'argent. Et à l'époque, je me rappelle de ma première passe où tout de suite, j'ai senti qu'il fallait que je mette dans une enveloppe 10% de ce que j'ai gagné. Et je me suis dit, ça va être pour réinvestir dans mon business. Et donc, vraiment, ça a été, enfin, sans avoir de capital, tu peux lancer ton entreprise et faire tes tests au fur et à mesure de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Et j'ai pu m'acheter mon premier soutif un peu plus... je me rappelle d'un mec qui a essayé de m'enlever mon soutif, et en fait, il l'a déchiré parce que c'était déjà un truc d'occasion acheté à Saint-Vincent-de-Paul, voilà, un truc, genre de friperie pour $2, quoi. Donc, c'était des trucs tombés en lambeaux. Il faut savoir que j'achetais pas de vêtements neufs à l'époque. J'avais connu une pauvreté assez grande et je savais vivre avec très très peu. Mais justement, dans ce que les autres gaspillent ou dans ce qui existait en occasion, c'est plus facile à trouver au Canada qu'en France à cette époque-là, en tout cas. Et donc, j'ai réinvesti. Moi, j'ai vraiment eu une approche business les premières années où j'étais au Canada. Et là, j'ai rencontré des meufs, elles avaient 20 ans. Elles avaient cette approche business. Elles étaient en paix avec leur sexualité. J'étais envieuse de ouf qu'elles n'aient pas à passer par cette époque de je me déteste parce que je suis sexuellement active, qu'elles soient tout de suite à l'aise avec qui elles sont, et qu'elles puissent ne pas passer par 10 ans de pauvreté ou voilà, elles avaient des options grâce au travail du sexe, et donc les gens s'entraidaient beaucoup. On se partageait des tuyaux,
voilà, moi j'ai appris énormément au contact de ces femmes-là qui parfois étaient plus jeunes et parfois beaucoup plus âgées. D'ailleurs, il y avait une dame à la retraite depuis 15 ans qui travaillait dans le milieu et c'était des personnes fortes en fait, des personnes très impressionnantes. Et donc d'être au contact de ces personnes-là me disait, ben voilà, tu peux te permettre d'être ambitieuse aussi. Tu peux te permettre de vouloir faire ce travail avec une certaine éthique aussi. Moi, j'avais tout de suite ciblé un certain type de clientèle qui était avec des besoins particuliers, et parce que c'était les personnes qui m'attiraient avant, que j'avais voulu valoriser mes compétences et tout ça. Donc ça, je suis allée dans cette direction-là. C'était pas des personnes nécessairement handicapées physiquement, mais il y avait pas mal de personnes autistes ou victimes d'anxiété sociale, etc. Donc je travaillais beaucoup avec des personnes dont c'était la première fois aussi, qui essayaient de dépasser quelque chose, qui étaient des gens qui avaient envie d'être des meilleures personnes. Et ça me donnait vraiment un kiff, une valorisation, donc ça donnait du sens. Et en ça, j'ai travaillé chez Burger King, à la Poste, il y avait plein de jobs que j'avais fait. À ce moment-là, on n'a pas parlé de tous mes boulots en usine ou autre, mais là, je sentais qu'il y avait quand même du sens, et toute ma compétence sociale et sexuelle, elle était mise à profit pour faire du bien aux gens. Et en plus, je gagnais assez d'argent pour payer mon bénévolat, mes autres activités liées au voyage. Donc c'était génial pour moi, c'était la sortie de la pauvreté en même temps. Voici qui conclut la première partie de notre entretien. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez faire un don sur mon compte Patreon. Et vous pouvez bien entendu me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Nous nous retrouvons donc dans 2 semaines pour la seconde partie de cet entretien. Et restez toujours à l'écoute.